À la crémaillère de mes parents, ils m'ont humilié avec une rupture de contrat familial. Tout le monde a applaudi, jusqu'à ce que je dévoile ce qu'ils cachaient vraiment. Des preuves accablantes. Je pensais que c'était juste une autre fête où je devrais jouer la servante invisible, mais quand mon père a sorti ce papier épais avec un sceau rouge, j'ai senti le sol se dérober. Ils m'ont tendu une rupture de contrat familial devant 30 invités hilars, comme si mon existence était une entreprise en faillite qu'il fallait liquider. Ma mère a ri, ma sœur a filmé. Ils pensaient m'avoir détruite. Ils pensaient que je partirais en pleurant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans la boîte à gants de ma vieille camionnette, j'avais déjà les preuves qui allaient transformer leur triomphe en un cauchemar juridique absolu. Avant de vous raconter comment j'ai fait tomber le masque de ma propre famille, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Est-il matin, soir ou nuit chez vous? Dites-moi dans les commentaires votre ville et l'heure qu'il est. J'adore imaginer ma voix voyager à travers le monde. Tout a commencé par un samedi de septembre, de ceux où le soleil de la région lyonnaise tape encore fort, brûlant les dernières feuilles vertes avant l'automne. J'étais là, dans le jardin de la nouvelle villa de mes parents à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Une maison cubique, blanche, immaculée, qui hurlait l'argent neuf et le besoin désespéré d'impressionner les voisins. Moi, Eliane, 34 ans, architecte paysagiste de métier mais apparemment boniche, par vocation familiale, je suis à grosses gouttes devant le barbecue géant en inox. Eliane. Les saucisses brûlent, fais attention bon sang, a crié ma mère, Colette, depuis la terrasse. Elle tenait une coupe de champagne, drapée dans une robe en lin beige qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pincé les lèvres et retourné la viande. Mes mains étaient noires de charbon, mon t-shirt collait à mon dos. Ça faisait 3 jours que je préparais cette crémaillère. 3 jours que je cuisinais, que j'installais les guirlandes lumineuses, et surtout, cela faisait 6 mois que j'avais conçu et planté ce jardin gratuitement. 15 000 €. C'est ce que ce jardin aurait coûté à n'importe quel autre client. Pour eux? C'était mon devoir filial. Les invités arrivaient par vagues. Des amis du club de golf de mon père, des collègues snobs de ma sœur Lucie. Lucie, la princesse de la famille. Elle était là, rayonnante, virevoltant entre les groupes, racontant à qui voulait l'entendre comment nous avons décoré la maison. Elle n'avait pas planté un seul géranium, mais elle récoltait les compliments comme on cueille des fruits mûrs. Vers 13 heures, le bruit des conversations s'est tu. Mon père, Bernard, a tapé sur son verre avec une fourchette en argent. Le tintement a traversé le jardin comme une alerte. Mes chers amis, famille, collègues. Merci d'être venus célébrer notre nouveau départ, a-t-il commencé, sa voix de baryton résonnant avec cette assurance qu'ont les hommes qui n'ont jamais été contredits. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier sale et je me suis approché, restant en retrait près des tuyas. Je m'attendais, naïvement, bêtement, à un petit merci. Juste un mot pour le jardin. Juste une reconnaissance que j'existais. Avant de passer au dessert, nous avons une annonce un peu spéciale, a continué mon père en échangeant un regard complice avec ma mère et Lucie. Lucie pouffait déjà de rire, la main devant la bouche. Comme vous le savez, la retraite est le moment de se recentrer sur l'essentiel. De couper les branches mortes pour laisser l'arbre fleurir. Il a sorti une enveloppe de sa veste. Un silence curieux s'est installé. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine, malgré la chaleur du barbecue. Eliane, approche un peu, a-t-il ordonné. Pas demandé. Ordonné. J'ai avancé. Je sentais les regards de 30 personnes se poser sur mes chaussures de sécurité terreuses et mon visage sans maquillage. Voilà, a dit mon père en sortant un document imprimé sur du papier épais. Nous avons décidé de moderniser notre structure familiale. Tu as 34 ans, Eliane. Pas de mari, pas d'enfant, et franchement, tu ne colles plus à l'image que nous voulons projeter ici. Il a fait une pause théâtrale. Ceci est une notification officielle de cessation de fonction. Tu es libéré de tes obligations familiales. En clair, on ne t'appellera plus pour les fêtes, et on ne s'attend plus à ce que tu viennes. C'est une rupture de contrat. Quelqu'un a ri dans l'assemblée. Puis un autre. Bientôt, c'était un concert de gloussement. Mon père me tendait le papier avec un sourire qui ne montrait pas ses dents,
mais montrait toute sa cruauté. Je suis resté figé. Le papier tremblait dans sa main. Ce n'était pas une blague. C'était une exécution publique. Je n'ai pas pris le papier tout de suite. Mon cerveau refusait de traiter l'information. J'ai regardé ma mère. Elle sirotait son champagne, le regard fuyant, fixant un point imaginaire au-dessus de mon épaule. J'ai regardé Lucie. Elle me filmait avec son téléphone, un sourire narquois aux lèvres, sans doute déjà en train de composer une légende ironique pour sa story Instagram. « Allez, prends-le, ne fais pas cette tête de chien battu », a lancé Lucie. « C'est pour ton bien. Tu es libre maintenant. Tu pourras passer tes dimanches à parler à tes plantes. » Les rires ont redoublé. J'ai fini par saisir la feuille. C'était une mise en page soignée, imitant un document juridique, avec des clauses absurdes. Article 1. Le sujet Eliane est déchargé de toute responsabilité émotionnelle. Article 2. L'accès à la propriété est révoqué sauf invitation expresse. C'était grotesque. C'était humiliant. C'était la chose la plus douloureuse qu'on ne m'ait jamais faite. Bien. Maintenant que les formalités administratives sont réglées, photo de famille, a crié mon père, visiblement très fier de sa petite mise en scène. Le photographe, un jeune homme payé une fortune pour l'occasion, a fait signe à tout le monde de se regrouper devant la baie vitrée. Allez, tout le monde. Bernard, Colette, Lucie, Cédric, les enfants. J'ai hésité. Un vieux réflexe, conditionné par 3 décennies d'obéissance, m'a poussé à avancer vers le groupe. Après tout, j'étais leur fille. J'étais la sœur. Mais au moment où j'ai fait un pas, ma mère s'est interposée. Elle n'a pas été brutale, non. Elle a été pire. Elle a posé sa main manucurée sur mon bras sale avec une douceur toxique. Oh, non, chérie, a-t-elle chuchoté, mais assez fort pour que les premiers rangs entendent. Tu n'as pas compris ? Tu ne fais plus partie du cadre. Et puis, regarde-toi. Tu es couverte de suie. Tu vas gâcher l'harmonie des couleurs. Elle a pointé du doigt le côté de la maison, là où s'entassaient les sacs poubelles noirs remplis des assiettes en carton et des restes de nourriture. Mets-toi là-bas, s'il te plaît. Hors champ. On a besoin que l'arrière-plan soit net. J'ai reculé. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle physique. J'ai vu Manon, ma nièce de 17 ans, la fille de ma défunte sœur Sophie. Elle était au bord du groupe, mal à l'aise, triturant les manches de sa robe. Elle m'a lancé un regard désespéré, ses yeux brillants de larmes retenues. Elle voulait venir vers moi. Je l'ai vue. Mais Lucie a posé une main ferme sur l'épaule de Manon, la clouant sur place. « Souriez !» a crié le photographe. Clic. Il rayonnait. Une famille parfaite, riche, heureuse. Sans la tâche, sans le vilain petit canard, sans la servante. Moi, j'étais debout à côté des poubelles, tenant toujours ce stupide contrat dans une main et un torchon de drap dans l'autre. L'odeur des ordures commençait à monter avec la chaleur, se mélangeant à celle de mon propre parfum de défaite. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas mon cœur. C'étaient mes chaînes. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. J'ai ôté mon tablier, je l'ai roulé en boule et je l'ai laissé tomber doucement sur le tas d'ordures. C'était sa place, après tout. Et ce n'était plus la mienne. J'ai tourné les talons et j'ai marché vers ma camionnette garée au fond de l'allée, bloquée par une Porsche et 2 Audi. J'ai dû manœuvrer dans l'herbe ma précieuse pelouse que j'avais passé 2 semaines à niveler pour sortir. J'ai écrasé un parterre de bégonias en sortant. Oups. Alors que je roulais sur l'autoroute A6 en direction de Lyon, les mains crispées sur le volant au point d'en avoir les jointures blanches, une question tournait en boucle dans ma tête. Comment des parents peuvent-ils faire ça ? Comment peut-on jeter un enfant comme un déchet ? Dites-moi, honnêtement, mettez-vous à ma place une seconde. Si votre famille vous traitait comme ça après des années de sacrifice, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous coupé les ponts en silence ou auriez-vous cherché à vous venger ? Écrivez « silence », « vengeance » dans les commentaires. Je suis curieuse de voir votre niveau de tolérance. Je suis rentrée dans mon petit studio du 7e arrondissement de Lyon vers 16h. L'endroit était minuscule,
rempli de mes croquis de jardin et de boutures de plantes, mais pour la première fois, il me semblait immense et vide. Le silence n'était pas apaisant, il était lourd. Je me suis assise sur mon canapé lit sans même enlever mes chaussures. J'ai posé le « contrat de rupture » sur la table basse. Je l'ai relu. Chaque mot était une insulte calculée. Ils avaient même pris la peine de mettre un logo familial en haut de la page, un blason ridicule que mon père avait fait dessiner quand il avait commencé à gagner de l'argent. Je voulais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. J'étais dans un état de choc froid. Pour m'occuper l'esprit, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais besoin de vérifier mon planning de la semaine prochaine. J'avais 2 chantiers de terrassement prévus, du travail physique, dur, exactement ce qu'il me fallait pour ne plus penser. En ouvrant ma boîte mail, j'ai vu une notification. Un message non lu de Lucie. L'objet, FWD, planning crémaillère et solutions problèmes. J'ai froncé les sourcils. Le mail datait d'hier soir, à 23h30. Lucie avait dû l'envoyer à nos parents pour les derniers préparatifs, mais, pourquoi je l'avais reçu? J'ai cliqué. En regardant les destinataires, j'ai compris. Dans le carnet d'adresse de Lucie, papa et paysagiste Eliane, oui, elle m'avait enregistré comme ça, comme une prestataire, était l'un en dessous de l'autre. Elle avait dû glisser son doigt. Une erreur de cocktail. Une erreur fatale. J'ai commencé à lire. Et là, le froid qui m'habitait s'est transformé en feu. Coucou papa, maman. J'ai tout revérifié avec le traiteur. Pour le petit spectacle de demain, j'ai imprimé le contrat. Ça va être hilarant, les invités vont adorer ce côté humour noir décalé. C'est très tendance. Mais sérieusement, c'est une excellente idée de faire ça maintenant. Eliane a fini le jardin, donc on n'a plus besoin d'elle pour la main-d'œuvre. Si on ne la coupe pas maintenant, elle va traîner dans nos pattes pour Noël. Et surtout, il faut qu'elle soit hors jeu avant le 28 septembre. Manon aura 18 ans. Si Eliane est encore dans les parages, elle risque de mettre son nez dans les contes de Sophie. Vous savez comment elle est, toujours à jouer les justicières pour sa chère sœur morte. Il faut qu'elle soit persona non grata, discréditée, pour que Manon ne l'écoute pas quand on lui fera signer la procuration. Bisous, Lulu. J'ai relu le dernier paragraphe 3 fois. Il faut qu'elle soit hors jeu avant le 28 septembre, les contes de Sophie. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Sophie. Ma sœur aînée. Ma meilleure amie. Morte dans un accident de voiture il y a 10 ans, laissant Manon orpheline à 8 ans. Sophie avait une bonne assurance vie. Je le savais. Mais à l'époque, j'étais trop dévastée par le chagrin pour m'occuper de l'argent. Mes parents avaient dit, ne t'inquiète pas, Eliane, on s'occupe de tout, on gère l'héritage pour Manon jusqu'à sa majorité. J'avais fait confiance. J'avais cru que mes parents, malgré leurs défauts, aimaient leur petite fille. Mais se mêle. La procuration. Discrédité. Ce n'était pas juste une humiliation sociale. C'était un plan. Ils ne m'avaient pas chassée parce que j'étais ennuyeuse ou pas assez glamour. Ils m'avaient chassée parce que j'étais le seul obstacle entre eux et l'argent de Manon. Ils avaient besoin que je sois loin, que je sois perçue comme une folle ou une aigrie, pour que Manon ne vienne pas me demander conseil. J'ai fermé l'ordinateur doucement. Une rage calme, précise, chirurgicale, a pris possession de moi. C'était une sensation nouvelle. Jusqu'ici, j'avais toujours été la victime, celle qui subit. Mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient touché à la mémoire de Sophie. Et ils s'attaquaient à Manon. J'ai regardé ma montre. Il était 17h30. J'avais toute la nuit pour réfléchir, mais je savais déjà où je devais aller demain matin. Il y avait une pièce du puzzle qui me manquait, et elle se trouvait à 40 km de là, dans notre ancienne maison familiale au cœur du Beaujolais. Celle que mes parents disaient ne pas arriver à vendre. Le dimanche matin, le ciel était gris, lourd de pluie. J'ai pris la route vers le Beaujolais. Mes parents m'avaient juré, la main sur le cœur, que la vieille bâtisse en pierre dorée était toujours sur le marché. Le marché est mort, Eliane, disait mon père avec un soupir théâtral. C'est pour ça qu'on est un peu juste financièrement pour la nouvelle villa. Si tu pouvais nous offrir les plantes.
Et moi, bonne poire, j'avais cru. J'avais vidé mon compte épargne pour acheter des oliviers centenaires et des palmiers pour leur nouvelle terrasse. Je suis arrivé devant le portail en fer forgé de mon enfance. Et là, premier choc. Le portail, qui était rouillé et grinçait quand je l'avais vu pour la dernière fois il y a 6 mois, était repeint en noir mat, motorisé. La boîte aux lettres portait un nom que je ne connaissais pas, famille Kensington. Mon estomac s'est noué. J'ai garé ma camionnette et j'ai sonné à l'interphone. Une femme d'une 50aine d'années, à l'accent anglais prononcé, est venue ouvrir. Elle avait l'air surprise de voir une femme en tenue de chantier un dimanche matin. « Bonjour. Je peux vous aider ? » ? « Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je suis Eliane, la fille de Bernard et Colette, les anciens propriétaires. Je pensais que la maison était encore en vente. Je voulais récupérer des outils oubliés dans la remise. » La femme a écarquillé les yeux. « Oh. Eliane. Vos parents nous ont parlé de vous. Mais, la maison n'est plus en vente depuis longtemps, ma chère. Nous avons signé l'acte définitif en mai. Nous vivons ici depuis 4 mois. Mais. Nous étions en septembre. Mais, ai-je répété, la voix blanche. Oui. Le 15 mai, pour être précise. Une vente rapide, au prix fort. Vos parents étaient pressés d'avoir les fonds pour leur nouvelle construction. Attendez, ils ne vous l'ont pas dit ? Non, ils ne me l'avaient pas dit. En mai, ils me pleuraient misère pour que je vienne faire les tranchées d'irrigation gratuitement. Ils avaient encaissé l'argent de la vente, probablement un demi-million d'euros vu le marché, et ils avaient continué à me mentir pour économiser quelques milliers d'euros de main-d'œuvre sur mon dos. Non, il y a eu un malentendu, ai-je balbutié. Écoutez, pour vos outils, vos parents ont tout vidé avant la signature. Ils ont laissé quelques cartons à jeter dans la grange du fond, ils ont dit qu'ils repasseraient mais ils ne sont jamais venus. Si vous voulez regarder ? J'ai couru vers la grange. Au fond, sous une bâche poussiéreuse, il y avait 3 cartons. Des cartons marqués « Affaire Sophie, paperasse Eliane ». Ils allaient jeter ça. Les souvenirs de ma sœur morte. Mes diplômes, mes albums photos d'enfance. Tout était là, prêt à partir à la déchetterie. J'ai ouvert le carton « Paperasse Eliane ». Je cherchais frénétiquement. Au fond, coincé entre 2 vieux bulletins scolaires, j'ai trouvé une chemise cartonnée bleue. Ce n'était pas à moi. C'était une copie du dossier de succession de Sophie. Pourquoi était-ce là ? J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait le testament de Sophie. Je ne l'avais jamais lu en détail, faisant confiance au notaire de famille, un ami de golf de mon père. Je lègue la totalité de mon assurance vie, soit la somme de 120 000 euros, à ma fille Manon. Cette somme sera placée sur un compte bloqué jusqu'à sa majorité. En cas de décès de mes parents avant la majorité de Manon, la gestion sera confiée à ma sœur Eliane. 120 000 euros. Pas 20 000 comme mes parents le prétendaient. Et juste derrière le testament, il y avait des relevés de compte récents de ce fameux compte bloqué. Des retraits apparaissaient. Juin, 5 000 euros, frais de gestion exceptionnels. Juillet, 12 000 euros, avance sur travaux rénovation domicile tuteur. Août, 8 000 euros, frais divers. Ils piochaient dedans. Ils volaient leur petite fille. Ils avaient vendu la maison ancestrale, encaissé le pactole, et comme ça ne suffisait pas pour leur train de vie de luxe, ils siphonnaient l'héritage de l'orpheline. Je me suis assise sur le sol en terre battue de la grange. La poussière volait dans un rayon de lumière. Je ne tremblais plus. Je prenais des photos. Page après page. Acte de vente, que Madame Kensington m'avait gentiment laissé photographier, testament, relevé bancaire. J'avais la preuve. J'avais l'arme du crime. Mais je ne savais pas encore que le coup allait partir bien plus vite que prévu. Je suis rentrée à Lyon avec les cartons dans mon coffre et une bombe à retardement sur le siège passager. Il fallait que je parle à Manon. Mais comment ? Si j'appelais sur son portable, Lucie ou ma mère risquaient de surveiller. Depuis hier, j'étais l'ennemi public numéro 1. J'ai attendu le lundi midi. Je savais que Manon déjeunait souvent seule près de son lycée, un établissement privé huppé que mes parents payaient,
probablement avec son propre argent, ironie du sort. Je me suis garée loin pour ne pas être reconnue et je l'ai vue. Elle était assise sur un banc, un sandwich à la main, l'air perdu. Elle avait les yeux de Sophie. Ce même mélange de douceur et de mélancolie. Manon, ai-je chuchoté en m'asseyant à l'autre bout du banc. Elle a sursauté. Tata Eliane. Tu ne devrais pas être là. Grand-mère a dit que tu étais devenue instable, que tu avais fait une scène horrible après leur départ samedi. Ils t'ont dit ça? Oui. Maman, enfin, tante Lucie a dit que tu étais jalouse de leur réussite et que tu avais menacé de brûler la maison. J'ai failli rire de dégoût. Il verrouillait le récit. Il m'isolait. Manon, écoute-moi. Je ne vais pas brûler la maison. Mais je vais peut-être brûler leurs mensonges. Est-ce qu'ils t'ont parlé de tes 18 ans? De ce qui va se passer le 28 septembre? Manon a baissé les yeux. Oui. Grand-père a dit qu'il y avait un petit compte d'épargne de maman, quelques milliers d'euros. Il a dit que c'était compliqué à gérer et que le mieux, c'était que je lui signe une procuration générale pour qu'il puisse l'investir dans l'immobilier pour moi. Il a dit que si je ne signais pas, l'argent serait mangé par les taxes. Le classique coup de la peur fiscale. Mon père était un expert pour manipuler par la peur. Manon, regarde ça. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos du testament et des relevés. Ta mère t'a laissé 120 000 euros. Pas quelques milliers. Et ils ont déjà commencé à taper dedans pour payer leur piscine et les robes de Lucie. Manon a regardé l'écran. Elle a fait défiler les images. Son visage est devenu pâle. Mais, c'est du vol, a-t-elle murmuré. Oui. C'est du vol. Et samedi, quand ils m'ont viré de la famille, c'était pour que je ne puisse pas te dire ça. Ils savent que je suis la seule qui connaîtrait la vérité sur les volontés de ta mère. Elle s'est mise à pleurer silencieusement. C'était une enfant qui réalisait que les adultes censés la protéger étaient des loups. Qu'est-ce qu'on fait? A-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai peur d'eux, tata. Si je refuse de signer, ils vont me mettre dehors. Je n'ai nulle part où aller. J'ai pris sa main. Tu as un endroit où aller. Chez moi. Ce n'est pas grand, c'est un studio, tu dormiras sur le canapé, mais tu seras libre. Mais avant ça, on ne va pas fuir. On va se battre. Ton anniversaire est dans 5 jours. On va leur préparer une surprise. Nous avons élaboré un plan. Je lui ai dit de jouer le jeu. De faire semblant d'être la petite fille docile. De dire « Oui grand-père, bien sûr grand-père ». Mais attention, lui dis-je, ne signe rien avant le jour J, dis que tu veux que ce soit solennel, que tu signeras pendant la fête d'anniversaire devant tout le monde. Ils adorent le spectacle, donne-leur du spectacle. Manon a séché ses larmes. Un éclat dur est apparu dans son regard. C'était le sang de Sophie qui se réveillait. D'accord. On fait comme ça. Mais tata, fais attention. Tante Lucie m'a dit ce matin qu'elle allait porter plainte contre toi. Porteur plainte? Pourquoi? Pour vol. Elle dit que son collier de perles a disparu samedi et que c'est toi qui l'as pris. Je suis restée bouche bée. Il ne s'arrêtait jamais. Il ne se contentait pas de me voler, il voulait m'envoyer en prison pour être sûr que je ne parle pas. À cet instant précis, j'ai su que ce n'était plus une dispute familiale. C'était une guerre. Et dans une guerre, on ne tire pas pour blesser. On tire pour neutraliser. Le lendemain matin, mardi, le téléphone a sonné. Numéro masqué. Madame Eliane V. Ici le capitaine Martin de la gendarmerie de Limonest. Nous avons reçu une plainte à votre encontre. Pourriez-vous passer au poste cet après-midi? Mon cœur a raté un battement, mais bizarrement, je n'ai pas paniqué. J'étais préparée. Manon m'avait prévenu. Je suis arrivée à la gendarmerie à 14 heures. Je portais une chemise propre, un pantalon noir, j'avais les cheveux tirés. Je voulais avoir l'air professionnel, calme. Tout le contraire de la « folle instable » qu'il décrivait. Le capitaine Martin était un homme à l'air fatigué. Il a posé un dossier sur la table. Votre sœur, Madame Lucie B.,
vous accuse d'avoir profité de la fête de samedi pour vous introduire dans sa chambre et dérober un collier de perles de culture estimé à 3 000 €. Elle affirme que vous avez été vu près de l'escalier et que vous êtes parti précipitamment. J'ai respiré profondément. Capitaine, ma sœur ment. Et je peux le prouver sans même ouvrir la bouche. J'ai sorti ma tablette. Premièrement, voici les images de ma dashcam, la caméra de ma camionnette. Regardez l'horodatage. Je suis parti à 13h45, juste après la photo de famille. Je n'ai pas mis un pied dans la maison après 10 h du matin, j'étais au barbecue tout le temps. Il y a 30 témoins. Le capitaine a regardé la vidéo. On me voyait effectivement monter dans mon véhicule, garé loin de la maison, les mains vides, portant juste mes clés. Deuxièmement, ai-je continué en faisant glisser mon doigt sur l'écran, voici une capture d'écran du profil Facebook de ma sœur. Cette photo a été postée dimanche soir. Soit 24 heures après le prétendu vol. Regardez son cou. J'ai zoomé. Lucie était au restaurant avec son mari, un verre de vin à la main, et autour de son cou brillait le fameux collier de perles. Le capitaine a plissé les yeux, a comparé avec la photo du bijou volé jointe au dossier. C'était indéniable. Il a lâché un soupir long et bruyant. Une fausse déclaration. Bon sang, je déteste les drames familiaux. Ils nous font perdre un temps fou. Il a refermé le dossier. Vous pouvez partir, madame. Je vais avoir une petite conversation avec votre sœur sur les risques de la dénonciation calomnieuse. Ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ça devrait la calmer. Je me suis levé. Capitaine, ne l'appelez pas tout de suite, s'il vous plaît. Laissez-la croire que j'ai peur encore quelques jours. J'ai besoin qu'elle se sente en sécurité jusqu'à samedi. Il m'a regardé avec curiosité, puis un demi-sourire est apparu sous sa moustache. Ce n'est pas la procédure habituelle, mais disons que j'ai beaucoup de paperasse à traiter avant de pouvoir l'appeler. Ça pourrait attendre lundi. Merci, capitaine. En sortant de la gendarmerie, le soleil a percé les nuages. Ils avaient essayé de me criminaliser. Ils avaient échoué. Maintenant, ils étaient à découvert, arrogants, persuadés d'avoir gagné. C'était le moment idéal pour frapper. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Lucie, sentant peut-être que son plan avec la police prenait du temps, préparait une autre attaque. Une attaque psychologique, cette fois-ci directement contre Manon. Les 3 jours suivants ont été un marathon bureaucratique. Je ne dormais plus, je ne mangeais presque plus, mais je n'avais jamais été aussi lucide. Je construisais ce que j'appelais mon « dossier noir ». J'ai contacté un ancien camarade d'université qui était devenu avocat fiscaliste. Quand je lui ai montré les documents, les retraits d'espèces du compte de Manon, les factures de rénovation, payées avec l'argent de la mineure, et surtout, le fait que Lucie déclarait Manon à sa charge fiscalement alors que Manon vivait en internat payé par l'héritage, il a sifflé d'admiration. C'est du lourd, Eliane. C'est de l'abus de confiance aggravé sur personnes vulnérables, plus de la fraude fiscale. Si le fisc tombe là-dessus, tes parents et ta sœur sont ruinés. Ils vont devoir rembourser avec des pénalités de 80%. Ils perdront la maison, les voitures, tout. C'est exactement ce qu'il me faut, ai-je répondu. J'ai tout imprimé en 3 exemplaires. Le testament de Sophie. Les preuves des retraits illégaux. L'acte de vente caché de la vieille maison. Le mail de Lucie planifiant mon éviction. La capture d'écran du collier, volé, porté par Lucie. Ma facture. Oui, j'avais rédigé une facture détaillée pour le jardin, 150 heures de travail, 8 000 € de matériaux, que j'avais payé de ma poche, total 23 000 €. Vendredi soir, veille de l'anniversaire, j'étais prête. Ma valise était faite. Celle de Manon aussi, virtuellement. J'ai regardé mon téléphone. Une notification Facebook. Ma mère avait posté un non-statut larmoyant. Tellement triste de voir comment l'argent peut détruire une famille. Certaines personnes sont prêtes à tout, même à voler leur propre mère, par jalousie. Heureusement, nous sommes soudés avec Lucie et Manon. Demain, nous célébrons les 18 ans de notre petite princesse, loin des ondes négatives. Le sang ne fait pas tout, la loyauté est reine. Les commentaires étaient à vomir. Courage Colette,
On sait tous qu'Eliane a toujours été spéciale, tu as bien fait de l'éloigner. Ils construisaient leur récit. Ils jouaient les victimes alors qu'ils étaient les bourreaux. J'ai failli répondre. J'ai failli poster toutes les preuves en commentaire là, tout de suite, pour les humilier publiquement. Mes doigts tremblaient au-dessus du clavier. Mais non. Ce serait trop facile. Ils effaceraient le post, me bloqueraient. Il fallait que je le fasse en personne. Il fallait que je voie la peur dans leurs yeux. La question est-ce que la vengeance vaut vraiment le coup quand elle détruit sa propre famille? À ce stade, je me disais que je ne détruisais pas une famille, j'exorcisais un démon. Et vous, pensez-vous que j'aurais dû tout balancer sur Internet ou ai-je eu raison d'attendre le face-à-face? Dites-moi ce que vous auriez fait, je lis tous vos avis. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. Samedi. Le grand jour. Le jour des 18 ans de Manon. Le jour de l'apocalypse. La fête avait lieu dans un restaurant chic des Monts d'Or, privatisé pour l'occasion. Mes parents ne faisaient jamais les choses à moitié quand il s'agissait de paraître. Je savais que le notaire, le fameux ami de golf de mon père, serait là vers 14 heures, au moment du café, pour faire signer la procuration, en toute convivialité. J'ai attendu 14h15. Je voulais qu'il soit détendu, repu, confiant. Je suis arrivé sur le parking. J'ai vu la voiture du notaire. Parfait. J'ai pris mon dossier noir sous le bras. J'avais aussi pris soin de m'habiller. Pas en tenue de chantier cette fois. J'avais mis un tailleur pantalon bleu marine, des talons, du rouge à lèvres. Je ressemblais à la femme d'affaires que j'aurais pu être si je n'avais pas passé ma vie à ramasser leurs miettes. Je suis entré dans la salle de réception. Le silence s'est fait instantanément. C'était comme dans un film, quand la musique s'arrête et que tout le monde se fige, la fourchette en l'air. Mon père s'est levé, le visage cramoisi. « Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a envoyé une notification. Tu n'es pas la bienvenue. » Ma mère a porté la main à sa gorge. Lucie s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. « Sors d'ici tout de suite. » Cédric, appelle la police. Elle vient sûrement encore voler quelque chose, a hurlé Lucie. Manon était assise en bout de table. Elle ne bougeait pas, mais nos regards se sont croisés. Elle m'a fait un micro-signe de tête. J'ai avancé calmement jusqu'au centre de la pièce, ignorant les cris. J'ai posé le dossier épais sur la table, juste devant le notaire qui avait l'air de vouloir disparaître sous la nappe. « Bonjour maître », ai-je dit d'une voix claire et forte. Avant que ma nièce ne signe quoi que ce soit, je pense qu'il y a quelques éléments que vous devriez voir. En tant qu'officier ministériel, vous ne voudriez pas être complice d'abus de faiblesse et de détournement de fonds, n'est-ce pas? Le notaire a blanchi. De quoi parlez-vous, Eliane, a grondé mon père en s'approchant de moi de manière menaçante. Dégage, ou je te jure que... Que quoi, papa? Tu vas me virer? C'est déjà fait. Tu vas me déshériter? Je m'en fiche. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti la première feuille, le mail de Lucie. Je suis venu pour réaligner la structure familiale, comme tu dis. Voici le plan de Lucie pour me virer afin de voler l'héritage de Manon. J'ai tendu le mail au mari de Lucie, Cédric. Il l'a pris, l'a lu, et a regardé sa femme avec horreur. Lucie, c'est quoi ça? Tu as écrit ça? C'est un faux. Elle a tout inventé, a crié Lucie, la voix suraiguë. Vraiment, ai-je continué. Et ça? J'ai sorti les relevés bancaires. 25 000 € retirés du compte, bloqué, de Manon ces 3 derniers mois. Bizarrement, ça correspond exactement aux factures de la piscine et de tes vacances aux Maldives, Lucie. J'ai jeté les relevés sur la table comme on jette des cartes gagnantes au poker. Les invités commençaient à murmurer. Le masque tombait. Mais je n'avais pas fini. Le coup de grâce arrivait. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Il a tapé du poing sur la table. Ça suffit. Ce sont des affaires privées. Tout le monde dehors. Personne n'a bougé. Le drame était trop juteux. Ce n'est pas privé, papa, a dit Manon.
Elle s'est levée. Sa voix tremblait un peu, mais elle tenait bon. C'est mon argent. L'argent que maman m'a laissé. Et vous me l'avez volé. Ma mère a éclaté en sanglots théâtraux. Comment oses-tu, ingrate? On t'a nourri, logé. On a tout sacrifié pour toi. Vous vous êtes payé grassement pour ça, ai-je coupé. Avec l'argent de la vente de la vieille maison que vous avez cachée à tout le monde. 450 000 €, et vous n'avez même pas été capable de me payer le jardin. J'ai sorti ma facture et l'acte de vente. Voici la situation. J'ai ici un dossier complet prêt à être envoyé au procureur de la République et à l'administration fiscale. Fraude, abus de confiance, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse. J'ai regardé Lucie en disant ça, elle a baissé la tête. Le notaire s'est levé précipitamment. Je ne peux pas être associé à cela. Je me retire du dossier. Manon, je vous conseille de prendre votre propre avocat. Il a ramassé sa mallette et a fui presque en courant. Premier quittant le navire. Je me suis tournée vers mes parents. Ils étaient livides. Ils savaient ce que signifiait « administration fiscale ». C'était la fin de leur monde doré. Voici mes conditions, ai-je dit, implacable. Vous signez un chèque de banque immédiat de 80 000 € à l'ordre de Manon. C'est ce qu'il reste de l'héritage plus les intérêts que vous avez volés. Vous me réglez ma facture de jardinage, 23 000 €. Sinon, demain matin, je viens avec un bulldozer et je reprends chaque plante, chaque pierre, chaque tuyau. Manon part avec moi aujourd'hui. Elle ne remettra plus les pieds chez vous tant qu'elle ne l'aura pas décidé. Tu nous fais du chantage, a sifflé ma mère. Non, maman. J'applique une pénalité de rupture de contrat. Vous vouliez que tout soit carré, professionnel? Voilà la facture de clôture de compte. Il y a eu un silence interminable. Cédric, le mari de Lucie, s'est levé. Il a pris son alliance, l'a posée sur la table. Tu as volé de l'argent à une orpheline pour payer nos vacances, a-t-il dit à Lucie, dégoûtée. Je pars avec les enfants chez ma mère. Ne me suis pas. Lucie a hurlé, essayant de le retenir, mais il l'a repoussé. Mon père s'est affaissé sur sa chaise. Il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il a sorti son chéquier. Ses mains tremblaient tellement qu'il arrivait à peine à écrire. Il savait que j'étais sérieuse. Il savait que si j'appuyais sur le bouton « Envoi » de mon téléphone, le mail avec toutes les preuves partait aux impôts. Il a signé 2 chèques. Il me les a tendus sans me regarder. « Prends ça et disparais », a-t-il murmuré. « Tu n'es plus ma fille. » J'ai pris les chèques. J'ai vérifié les montants. Je ne suis plus ta fille depuis samedi dernier, Bernard. Tu l'as mis par écrit, souviens-toi. J'ai fait signe à Manon. On y va. Manon a pris son sac. Elle a regardé ses grands-parents une dernière fois. Joyeux anniversaire à moi, a-t-elle dit doucement. Et nous sommes sortis, la tête haute, laissant derrière nous une fête en ruine, une famille explosée, mais une dignité retrouvée. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange étrange de chaos pour eux et de paix pour nous. Manon s'est installée dans mon studio. C'était serré, on se marchait un peu dessus, mais on riait. On riait pour de vrai, pas ces rires polis et faux des dîners de famille. Elle a ouvert son propre compte bancaire, déposé son chèque. Pour la première fois, elle se sentait en sécurité. Du côté de mes parents, l'effondrement a été spectaculaire. Le départ de Cédric a déclenché une procédure de divorce houleuse. Lucie, privée des revenus de son mari et exposée pour ses mensonges, a dû retourner vivre chez mes parents. L'ambiance dans la « villa du bonheur » devait être irrespirable. Mais le pire pour eux, c'était la rumeur. La petite ville de Saint-Cyr est un village. Les 30 invités de l'anniversaire ont parlé. Oh, comme ils ont parlé. L'histoire de la « rupture de contrat » s'est retournée contre mes parents. Ce qu'ils pensaient être un geste de pouvoir a été perçu comme une cruauté sans nom. Le club de golf a boudé mon père. Les amis de bridge de ma mère trouvaient soudainement des excuses pour ne pas venir prendre le thé. Ils étaient devenus des parias sociaux. Et puis, il y a eu la touche finale. Je n'ai pas envoyé le dossier au fisc. J'avais promis de ne pas le faire s'il payait.
Je tiens mes promesses, moi. Mais je n'avais rien promis concernant les voisins. Les Kensington, les acheteurs de la vieille maison, m'ont appelé un jour. Eliane, c'est incroyable. Depuis que la rumeur court sur l'arnaque de vos parents, nous avons découvert qu'ils nous avaient caché des vis cachées dans la toiture. Nous allons les attaquer pour dol. Je n'ai rien eu à faire. Le karma s'en chargeait. Mes parents allaient devoir dépenser une fortune en avocat. Un soir, 3 mois après l'incident, j'étais en train de dessiner un plan de jardin pour un nouveau client, mon carnet de commandes était plein grâce au bouche à oreille, la paysagiste qui ne se laisse pas faire, ça inspire confiance. Manon révisait ses cours à côté de moi. Tu regrettes, m'a-t-elle demandé soudainement. J'ai posé mon crayon. De quoi? D'avoir pris l'argent? Non. C'était le tien et le fruit de mon travail. Non, de ne plus avoir de parents. J'ai réfléchi un instant. J'ai fait le deuil de mes parents bien avant cette fête, Manon. J'ai fait le deuil le jour où j'ai compris que pour eux, l'amour était une transaction. Si tu rapportes, on t'aime. Si tu coûtes ou si tu déranges, on te jette. Je ne regrette pas d'avoir perdu des banquiers. Je suis juste heureuse d'avoir sauvé ma nièce. Elle s'est levée et m'a serrée dans ses bras. Merci, Tata. Appelle-moi Eliane. Tata, ça fait vieille. On a ri. Et dans ce rire, il y avait toute la victoire du monde. 6 mois plus tard. Le printemps revenait. Avec l'argent récupéré, mes 23 000 €, j'avais loué un petit local pour mon entreprise et investi dans du matériel pro. J'avais appelé ma boîte « Les Jardins de Sophie ». C'était ma façon à moi de la garder vivante, de planter des graines en son honneur. Manon avait réussi ses partiels. Elle parlait de prendre un appartement en colocation avec des amis à la rentrée. Elle prenait son envol, et c'était magnifique à voir. Elle n'était plus la petite chose apeurée sous la coupe de sa grand-mère. Un matin, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, simple, sans le fameux sceau rouge ridicule. L'écriture de mon père. J'ai hésité à l'ouvrir. J'ai failli la mettre directement au bac de recyclage. Mais la curiosité, ce vilain défaut, l'a emporté. Eliane, ta mère est tombée dans l'escalier la semaine dernière. Double fracture du col du fémur. Elle est alitée pour 3 mois. Lucie est partie. Elle a rencontré quelqu'un sur Internet et elle a déménagé à Dubaï, nous laissant sans nouvelles. Elle nous a laissé des dettes. La maison est trop grande pour moi tout seul avec ta mère infirme. Le jardin, ton jardin, est en friche. Je n'ai plus la force de m'en occuper. On s'est dit que, peut-être, tu pourrais passer. On a besoin d'aide. On est vieux, Eliane. On est ta famille. Appelle-nous. Papa. J'ai relu la lettre. Pas d'excuses. Pas de « pardon pour t'avoir humilié ». Pas de « pardon d'avoir volé Manon ». Juste des besoins. On a besoin. Viens servir. Ils n'avaient pas changé. Ils ne changeraient jamais. Ils étaient seuls, abandonnés par leur fille préférée, coincés dans leur château de cartes qui s'écroulait, et ils cherchaient leur ancienne béquille. Ils cherchaient la servante. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Un cerisier était en fleurs. La vie était belle, calme, sans drame. J'ai pris une feuille de papier à en tête de mon entreprise, Les Jardins de Sophie. J'ai écrit une réponse courte. Monsieur, j'ai bien reçu votre demande de service. Malheureusement, mon carnet de commandes est complet pour l'année à venir. Concernant les soins à domicile, je vous joins la carte d'une excellente agence d'aide à la personne. Leurs tarifs sont élevés, mais je suis sûr que vous avez les moyens. Veuillez noter que le contrat familial ayant été résilié unilatéralement par vos soins le 15 septembre dernier, aucune réclamation ultérieure ne peut être acceptée. Cordialement, Eliane. PS, le jardin ne meurt pas, il retourne juste à l'état sauvage. Comme tout ce qu'on néglige. J'ai mis la lettre dans l'enveloppe. J'ai collé le timbre. Et en la glissant dans la boîte aux lettres jaunes au coin de la rue, j'ai senti un poids final quitter mes épaules. C'était fini. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de voir ses ennemis détruits, c'est de ne plus avoir besoin de regarder ce qu'ils deviennent.
Je ne sais pas s'ils ont vendu la maison. Je ne sais pas si Lucie est heureuse à Dubaï. Et honnêtement, je m'en fiche. J'ai construit ma propre famille. Une famille choisie. Manon, quelques amis fidèles, mes clients qui me respectent, et moi-même. J'ai appris à m'aimer, à valoriser mon travail et mon temps. On nous apprend, surtout aux femmes, que la famille est sacrée. Qu'il faut tout pardonner, tout supporter au nom du sang. C'est un mensonge dangereux. Le sang vous lie biologiquement, mais c'est l'amour et le respect qui vous lient humainement. Si vous êtes dans une situation où l'on vous utilise, où l'on vous méprise, où l'on vous fait sentir que vous n'êtes pas assez, ou trop, écoutez-moi bien, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de rédiger votre propre rupture de contrat. Ça fera mal au début. Vous aurez peur. Vous vous sentirez coupable. Mais un jour, vous vous réveillerez dans un appartement calme, vous boirez votre café, et vous réaliserez que le silence de la solitude vaut 1000 fois mieux que le bruit de l'humiliation. Ne soyez pas le jardinier de ceux qui veulent piétiner vos fleurs. C'était mon histoire. Celle de la fille qu'on a voulu effacer et qui a fini par réécrire tout le livre. Si cette histoire a résonné en vous, si vous aussi vous avez dû poser des limites difficiles avec des proches toxiques, mettez un « j'aime » à cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà coupé les ponts? Comment vous êtes-vous senti après? Je lirai tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas de la validation de ceux qui ne savent pas vous apprécier. À bientôt.